va faire un truc un peu spécial. On va mettre le monde numérique sur le banc des accusés. L'idée, c'est pas de le condamner d'avance, non, mais plutôt de mener l'enquête, de peser le pour et le contre pour vraiment comprendre son impact sur notre planète. C'est parti. Mais avant même de parler de smartphone et d'applications, il faut qu'on regarde le monde dans lequel on vit. Et franchement, le tableau est assez alarmant. En à peine quelques décennies, on a réussi à faire disparaître les 2 tiers des mammifères sauvages. C'est juste énorme comme perte. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Le rythme s'accélère de manière folle. Aujourd'hui, les espèces disparaissent 1000 fois plus vite que le rythme naturel. C'est un peu comme si l'histoire de la vie sur Terre était passée en accéléré, tout droit vers une fin pas très joyeuse. L'urgence, elle est là, elle est totale. Et c'est justement là, au milieu de cette crise écologique majeure, qu'on doit se poser la question. Le numérique dans tout ça, il est de quel côté? Est-ce qu'il nous aide à trouver des solutions ou est-ce qu'au contraire, il met de l'huile sur le feu? Alors, voilà le programme de notre procès. On va examiner les preuves, point par point. D'abord la pollution, ensuite la fragilité et l'addiction qu'il crée, et on regardera aussi son principal alibi, la santé. Et à la fin, le verdict appartiendra à chacun. On commence donc avec le premier chef d'accusation, la pollution. On va voir ensemble les dégâts très concrets, très matériels de cette industrie qu'on imagine, à tort, comme étant virtuelle. Le premier mythe à dégommer, c'est celui du cloud, du nuage numérique. Ça sonne léger, aérien, presque magique, mais en réalité, c'est tout le contraire. Le numérique, c'est une industrie lourde, bien réelle, qui a besoin de matières premières, d'usines et d'énormément d'énergie. Regardons les choses en face. Un seul smartphone, celui qu'on a peut-être dans la poche, contient une 50aine de métaux différents. Certains sont très toxiques, comme le mercure ou l'arsenic, et ils sont extraits dans des conditions souvent désastreuses pour les gens et pour la nature. Les data centers, ces usines géantes qui stockent nos photos et nos vidéos, boivent des quantités folles d'eau et d'électricité. Et l'intelligence artificielle, n'en parlons pas. Entraîner une grosse IA, ça peut pomper autant d'énergie qu'une ville entière pendant plusieurs jours. Et le pire, c'est que la consommation de tout ce secteur augmente de 9% par an, alors qu'on devrait la baisser drastiquement. Là, on pourrait se dire, oui, mais la technologie est de plus en plus efficace. C'est vrai. Mais c'est là qu'il y a un piège. Ça s'appelle l'effet rebond. En gros, ça veut dire que même si un nouvel appareil consomme moins, on va tellement plus l'utiliser pour tellement plus de choses qu'au final, la consommation totale explose. Plus c'est efficace, plus on consomme. C'est un vrai paradoxe. Et ça nous amène à un point qui est vraiment terrible. Toutes les études scientifiques le disent, l'intelligence artificielle, à cause de sa faim dévorante d'énergie, est littéralement en train d'annuler tous les petits efforts qu'on peut faire à côté pour l'environnement. C'est un constat assez brutal. Allez, on passe au deuxième chef d'accusation. Ici, on va parler de dégâts peut-être moins visibles, mais tout aussi graves. Comment le numérique rend notre société hyper fragile et comment il nous touche directement, nous les humains. On est devenu complètement dépendant. Un exemple qui fait réfléchir. Si demain, tout le numérique s'arrêtait, Paris n'aurait que 2 jours de réserve de nourriture. Pourquoi? Parce que tout, absolument tout, des camions au stock est géré par informatique. On a tout simplement oublié comment se nourrir sans. Et cette dépendance, elle a un coût qu'on ne voit pas. Des montagnes de déchets électroniques qu'on envoie dans des décharges géantes en Zambie ou en Thaïlande et qui empoisonnent les sols et l'eau pour les gens qui vivent là-bas. L'impact sur l'humain est aussi très direct. Les applications sont conçues pour nous rendre accros, pour capter notre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Il y a aussi ces travailleurs du clic, des gens payés une misère pour regarder des contenus horribles toute la journée, juste pour apprendre aux IA à les reconnaître. Et puis il y a la violence, la vraie. Pour extraire le cobalt nécessaire à nos batteries, des milliers de personnes, notamment des femmes, subissent des violences terribles au Congo. Utiliser nos appareils, c'est sans le vouloir, participer à ce système. Pour expliquer ça, il y a un concept super intéressant qui s'appelle le monopole radical. C'est simple, c'est quand une technologie devient tellement dominante qu'elle prend toute la place et qu'on oublie complètement comment on faisait avant. Elle nous fait croire qu'elle est indispensable, même quand elle rend les choses plus compliquées. L'exemple parfait que tout le monde connaît, c'est acheter un billet de train. Il y a 20 ans, on allait au guichet, on demandait son billet et voilà. C'était simple. Aujourd'hui, entre les sites qui bug, les applis, les options incompréhensibles, c'est devenu un vrai parcours du combattant. La technologie a rendu une tâche simple beaucoup plus compliquée. Voilà, c'est ça le monopole radical. Bon, après toutes ces accusations, il faut écouter la défense. Et l'argument numéro 1, l'alibi ultime pour tout justifier, c'est toujours le même. Oui, mais c'est bon pour la santé. Voyons voir si cet argument tient vraiment la route. La question qu'il faut se poser, elle est là. Est-ce qu'un petit bénéfice, ici et maintenant, pour nous, peut vraiment justifier des dégâts gigantesques, mais qui se passent loin, là-bas, et qu'on ne voit pas? C'est tout le problème de la balance bénéfice-risque. Le problème, c'est ce décalage.
D'un côté de la balance, on a un bénéfice visible, ici comme une IA qui va aider un médecin à poser un diagnostic un peu meilleur, et de l'autre côté, on a un coût caché, global, la pollution, les maladies et même les morts que sa fabrication a entraîné. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Pour que ce soit très concret, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Ça se passe dans un dispensaire isolé en Afrique. Un médecin bien intentionné installe des tablettes avec une IA pour aider les infirmiers. Sur le papier, c'est génial, non? Sauf que, en creusant un peu, on découvre que pour fabriquer ces tablettes, des enfants ont travaillé dans des mines et sont tombés malades, certains sont morts. Le bilan final de l'opération, elle a causé plus de morts qu'elle n'a sauvé de vie. Et le pire, c'est le piège du monopole radical. Quand on a voulu enlever les tablettes, les infirmiers ne savaient tout simplement plus comment travailler sans. Et il y a un autre point essentiel à comprendre. Les technologies médicales de pointe, comme les scanners, les IRM, si elles ne sont pas hors de prix, c'est parce que leurs composants sont produits en masse pour d'autres industries, nos gadgets, nos smartphones et aussi l'armement. On ne peut pas juste prendre le bon côté du numérique, le médical, sans accepter que tout le reste de l'économie qui le finance vient avec. On arrive au bout de ce procès. On a entendu les accusations, on a entendu la défense, maintenant il est temps de réfléchir au verdict. Et ce verdict, évidemment, c'est à chacun de se le forger. Une chose super importante à comprendre sur les IA actuelles, comme ChatGPT et les autres, elles sont incroyablement douées pour copier, remixer et reproduire tout ce qui a déjà été fait. Mais face aux crises qu'on traverse, on n'a pas besoin de refaire le passé, on a besoin d'idées complètement nouvelles, de solutions jamais vues. Et ça, une IA, par définition, ne sait pas le faire. Elle regarde en arrière. Cette citation, elle est forte, c'est vrai, mais elle résume bien le risque. Le danger, c'est que la relation s'inverse, que ce ne soit plus nous qui contrôlions la machine, mais que ce soit la machine qui nous dise comment vivre. Et ça arrive déjà tous les jours sans même qu'on y fasse attention. On change nos trajets, nos habitudes, nos envies, juste pour que ça colle avec ce que l'application est capable de comprendre. On se plie aux règles de la machine au lieu que ce soit la machine qui s'adapte à nous. Alors voilà, je vais vous laisser avec cette question finale pour y réfléchir. En regardant comment on utilise le numérique au quotidien, est-ce qu'on est encore vraiment les maîtres du jeu ou est-ce qu'on est devenu petit à petit les serviteurs de nos propres créations? La réflexion est ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage.